soir, on a deux intervenants qui vont intervenir l'un après l'autre, et on espère vers 8 heures qu'on pourra passer à la deuxième partie, vous donner la parole, les questions pour y avoir, pour avoir un échange entre nous tous et avec les deux conférenciers ici ce soir. Alors, le thème de l'essai, c'est les écrivains et les artistes dans la commune. Énorme thème, et ils ont chacun 40 minutes pour tout nous dire. Voilà. Et ici, Paul Hetzky, que vous connaissez certainement parce qu'il a un bac qui est littéraire, qui est enseignant, mais bon, qui a écrit plusieurs choses, mais il est connu par rapport à la commune, par rapport à l'histoire, pour ce qui est apparu chez Maspero, il y a donc plusieurs années, dans un premier temps, les écrivains contre la commune, et puis des réédités, pas plusieurs fois, enfin, dans la dernière édition, c'est la découverte en 2010. Paul aussi, noté, publié l'univers poétique de Jacques Brel chez l'Armatan de 1998. Voilà. Et parmi d'autres choses. Donc, Paul Hetzky va nous entretenir sur les écrivains, et puis après, il y aura les artistes avec Jean-Louis, que tout le monde connaît, on a souligné que c'est un historien, et un historien qui a déjà écrit plusieurs choses sur le thème, dont la publication de Paris de la commune 1971, qui est paru chez Belin en 2015, et dans ce livre collectif, Jean-Louis a plusieurs textes, mais celui qui nous concerne ce soir, c'est la commune et les arts. Donc je vous renvoie à ce texte de Jean-Louis, déjà est publié. Et Jean-Louis, comme vous le savez certainement, il travaille actuellement sur l'histoire de la commune, qu'on attend plus ou moins impatiemment, ou plutôt impatiemment. Et on va le lire. Alors voilà, donc il me reste à passer la parole à la première intervenante, à Paul Hetzky, et les écrivains dans la commune. Alors je vais partager mon micro, mais celui-là devrait marcher. Oui. Vas-y. Oui, il devrait marcher, voilà. Ça va? Donc, ça va? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais parler des écrivains au moment de la commune. En analysant d'abord ceux qui ont réagi contre la commune. Oui, comme ça. Et ensuite, j'essaie de voir les écrivains qui ont été favorables à la commune. Donc la commune n'a eu qu'une vue brève, puisqu'elle n'a duré que 70 jours. Néanmoins, ce moment brusque et violent est suffisant pour servir de miroir grossissant, révélateur d'idées et de comportements qui, en temps habituel, s'expriment de façon plus voilée et moins spectaculaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment, face à cet événement brutal, violent, vont réagir des écrivains qui, dans l'ensemble, n'exprimeraient pas ces idées en temps ordinaire. Donc, nous essayerons tour à tour de voir deux groupes, les écrivains et les artistes, face à l'événement. On aura l'occasion de constater que ces deux groupes sociaux n'ont pas eu des réactions identiques sur le plan individuel, ni même sur le plan collectif. Et il faudra se questionner sur les raisons de ces différences. Problème de génération, on va voir que la plupart des écrivains anticommunards sont déjà des écrivains vieillissants. Il y a au moins 15 ans, j'ai fait la moyenne, il y a environ 15 ans d'écart entre ceux qui sont pro-communards et ceux qui sont anti-communards. Différence de métiers exercés. Place acquise dans la société selon qu'ils ont réussi ou au contraire qu'ils sont encore en recherche d'une insertion. Place au moment de l'événement, ceux qui sont à Paris, qui ont été dans la gare nationale, n'auront pas du tout la même attitude que ceux qui sont en Normandie, qui ne sont loin de l'événement et qui ne l'apprennent que par la presse. Une presse souvent déjà très orientée.
On devra aussi se poser la question de savoir si la répression féroce de la commune, avec ses milliers de morts, de déportés, d'exilés, et toutes les difficultés d'adaptation pour ceux qui sont partis en exil, n'a pas brisé des carrières souvent prometteuses. Il y a des peintres qui avaient commencé à percer et qui, après la commune, à cause des difficultés, à cause de l'exil, n'ont pas retrouvé la lumière. Beaucoup d'artistes, du coup, et d'écrivains sont morts dans le dénuement, la folie, ou oubliés, alors que, paradoxalement, d'autres, au contraire, ça leur a servi d'élan pour, au contraire, redémarrer plus fort. Au-delà de l'amnistie de 1880, et je vous lirai quand même le discours de Gambetta, parce que je pense, un extrait du discours de Gambetta, parce que je pense qu'il explique beaucoup de choses. Au moment de la loi d'amnistie, il faut que vous fermiez le livre de ces 10 dernières années, que vous mettiez la pierre tumulaire de l'oubli sur tous les crimes et tous les vestiges de la commune, et que vous disiez à tous qu'il n'y a qu'une France et qu'une République. Et je crois que ce vœu de Gambetta a été exercé, et qu'effectivement, pendant au moins 100 ans, il y a eu une pierre tumulaire qui a caché absolument la commune, et qui fait que, encore aujourd'hui, je le montrerai à la fin, on redécouvre des textes, on réédite des textes qui n'avaient jamais été réédités depuis les années 80. Donc, je commencerai par les écrivains, et d'abord les écrivains anticommunards. Donc, la plupart des écrivains connus à cette époque ont réagi avec une violence et avec des mots qui peuvent aujourd'hui nous surprendre, mais qui à la mesure de la peur qu'ils ont éprouvée. Plus ils ont eu peur, plus leurs mots sont violents. Il existe parmi eux 3 familles. Il y a des écrivains qui sont favorables à l'art pour l'art, à politique. Il y a des écrivains conservateurs, la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est des écrivains conservateurs ou royalistes. Et une troisième catégorie, c'est des écrivains républicains. Or, on va le voir, je ne pourrais vous citer que quelques extraits, mais il n'y a pas de différence entre les 3 catégories. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'ils étaient royalistes, apolitiques ou républicains, ils ont quasiment réagi avec les mêmes mots. Ils condamnent le soulèvement du 18 mars à peu près dans les mêmes termes. Ils refusent toute explication politique et tout leur texte va tendre à dépolitiser l'événement, à montrer qu'il ne s'agit pas d'un événement politique, mais qu'il s'agit d'un phénomène épidémique, qu'il s'agit d'une maladie, qu'il s'agit de quelque chose de pathologique, et à criminaliser l'événement pour complètement le dépolitiser. Donc je vais vous donner quelques exemples de ces réactions. Voici par exemple la réaction de Théophile Gautier, qui était un partisan de l'art pour l'art, qui se moquait du bourgeois. Voilà comment il réagit aux événements de la commune. Il y a sous toutes les grandes villes des fosses aux lions, des cavernes fermées d'épais barreaux où l'on parque les bêtes fauves, les bêtes puantes, les bêtes venimeuses, toutes les perversités réfractaires que la civilisation n'a pu apprivoiser, ceux qui aiment le sang, ceux que l'incendie amuse comme un feu d'artifice, ceux que le vol délecte, ceux pour qui l'attentat à la pudeur représente l'amour, tous les monstres du cœur, tous les difformes de l'âme, population immonde, inconnue au jour, et qui grouille sinistrement dans les profondeurs des ténèbres souterraines. Un jour, il advient ceci, que le belluaire distrait oublie ses clés aux portes de la ménagerie, et les animaux féroces se répandent par la ville, épouvantés avec des hurlements sauvages. Des cages ouvertes s'élancent les hyènes de 93 et les gorilles de la commune. Voilà pour le théoricien de l'art pour l'art. Voilà ensuite Maxime Ducamp, qui était un ami de Flaubert. Plus tard, lorsqu'on verra dans son ensemble toute cette commune, on reconnaîtra que la politique n'y fut pour rien.
Ceux qui l'inventèrent l'imposèrent à Paris et ne reculèrent devant aucun forfait pour la prolonger, se disant républicains. Ce n'étaient que des ambitieux, amoureux d'eux-mêmes et ivres de pouvoir. Les uns et les autres ont obéi aux impulsions de leur perversité, mais la question politique était le dernier de leurs soucis. Donc on voit toujours, ça va être toujours animalisé, criminalisé, mais ce n'est pas une question politique. Jean Rispin, qui était pourtant un républicain, eh bien ces chefs ambitieux ou convaincus, charlatans ou prophètes, ont presque tous un point commun, c'est qu'ils étaient des déclassés. Ce fut un soulèvement des déclassés et un gouvernement de fruits secs. Intéressant aussi la réaction de Georges Sand, qui était républicaine, qui avait été socialiste, et qui peut quand même pas montrer qu'elle trahit. Donc voilà comment elle a des termes aussi très très injurieux, ce n'est pas les plus injurieux que j'ai choisis. Le mouvement était organisé par des hommes déjà inscrits dans les rangs de la bourgeoisie et n'appartenant plus aux habitudes et aux nécessités du prolétariat. Ces hommes ont été mus par la haine, l'ambition déçue, le patriotisme mal entendu, le fanatisme sans idéal, la niaiserie du sentiment ou la méchanceté naturelle. Encore un texte d'Ernest Feydeau, ami de Flaubert aussi. Les fronteries de ces coquins n'avaient d'égal que leur bêtise et leur scélératesse. Cela puait le vin, la crasse, le jus de pipe, bien autre chose encore, et je ne sais quelle bestiale vanité. La charmante comtesse de Ségur aussi s'exprime sur les communards. Ils ont bu tant de vin et d'eau de vie pendant leur règne de bandits que la moindre blessure devenait gangréneuse. Donc je pourrais citer des dizaines et dizaines de citations du même ordre qui tendent toujours au même... encore une quand même. Oui, pour particulièrement montrer que les femmes ont été visées. Ça a été véritablement le public qui était essentiellement visé, ça a été l'attaque des femmes. Voilà encore Maxime Ducamp. Le sexe faible fit parler de lui, le récit de leur sottise devrait tenter le talent d'un moraliste ou d'un aliéniste. Elles avaient lancé bien autre chose que leur venait par-dessus les moulins, tout le costume y passa. Celles qui se donnèrent à la commune, et elles furent nombreuses, n'eurent qu'une seule ambition, s'élever au-dessus de l'homme en exagérant ses vices. Elles furent mauvaises. Du haut de la chair des églises converties en clubs, elles se dévoilèrent de leur voix glapissante, elles demandèrent leur place au soleil, leur droit de cité, l'égalité qu'on leur refuse, et autres revendications indécises qui cachent peut-être le rêve secret qu'elles mettaient volontiers en pratique. La pluralité des hommes. Pour qui a étudié l'histoire de la possession, il n'y a guère à se tromper. Presque toutes ces malheureuses qui combattirent pour la commune étaient ce que l'aliénisme appelle des malades. Donc voilà un peu un florilège de quelques textes sur la commune. Je voudrais vous montrer aussi que ces écrivains ont parfois été plus loin que les politiques. C'est que avec la fin de la commune et de la répression, ils ont trouvé que les politiques n'allaient pas assez loin. Voilà par exemple Edmond de Goncourt, qui ne cache pas sa satisfaction devant la répression. C'est bon, il n'y a eu ni conciliation ni transaction. La solution a été brutale, ça a été de la force pure. La solution a retiré les âmes des lâches compromis. La solution a redonné confiance à l'armée qui a pris dans le sang des communeux qu'elle était encore capable de se battre. Enfin, la saignée était une saignée à blanc. Et les saignées comme celle-ci, en tuant la partie bataillante d'une population, ajournent d'une conscription la nouvelle révolution. C'est 20 ans de repos que l'ancienne société a devant elle, si le pouvoir ose tout ce qu'il peut oser en ce moment. Le comte de Lille, enfin c'est fini.
J'espère que la répression sera telle que rien ne bougera plus. Et pour mon compte, je désirais qu'elle fût radicale. Anatole France, républicain aussi. Enfin, le gouvernement du crime et de la démence pourrit à l'heure qu'il est dans les champs d'exécution. Et Flaubert, le grand Flaubert, qui est encore furieux, je trouve qu'on aurait dû condamner aux galères toute la commune et forcer ces sanglants imbéciles à déblayer les ruines de Paris, la chaîne au cou en simple forçat. Mais cela aurait blessé l'humanité. On est tendre pour les chiens enragés et point pour ceux qu'ils ont mordus. Donc on voit qu'à un certain niveau, ces écrivains vont même presque plus loin que certains politiques. Comment expliquer cette réaction des écrivains? Elle s'explique par l'histoire. C'est-à-dire qu'en 1948, beaucoup de ces écrivains étaient en faveur de la Révolution. Baudelaire même manifestait en 1948. Il s'était présenté aux élections. Le comte de Lille, Vigny ont participé aux élections et ils ont été battus. Lamartine s'est présenté aux élections présidentielles et a été battu par Napoléon III. Donc ils sont sortis de cette révolution de 1948 désabusés, ils ont perdu toutes leurs illusions. On retrouve ça très bien dans le livre de Flaubert, Les illusions perdues. Et donc ils ont accepté le Second Empire. Il y en a qu'un qui l'a refusé, c'est Udo, qui explique que sa position sera différente de tous ces écrivains que nous venons d'examiner. Et donc, petit à petit, se sont laissés domestiquer par le Second Empire. Ils ont fréquenté les salons certains salons où se mêlaient les bonapartistes et eux. Ils ont acquis des avantages, ils ont pris des places. Ils ont été en fait complètement domestiqués. Et cela explique que, d'une certaine façon, quand cette révolution arrive, ils ont tout à perdre. Ils ont tout à perdre, ils sont dans les places, ils sont déjà une génération qui a un certain âge, en moyenne c'est 55-60 ans, donc ils sont effrayés, et ils sont effrayés par le peuple, mais aussi par ce qu'on pourrait appeler la bohème qui est en train de monter et qui semble vouloir prendre des places. Quand on lit cette phrase de Le Comte de Lille, par exemple, c'est très éclairant. Cette ligue de tous les déclassés, de tous les incapables, de tous les envieux, de tous les assassins, de tous les voleurs, et là il spécifie qui y vise. Mauvais poète, mauvais peintre, journaliste manqué, romancier de bas étage. Donc, à l'intérieur de la lutte de classe, il y a une deuxième lutte entre les hommes de lettres qui sont parvenus et ceux qui ne sont pas parvenus, ils sont en train de monter. Et parmi les plus visés dans la critique, bien sûr, ça va être des écrivains et des peintres. Je vais vous donner les deux portraits qui sont très caractéristiques qu'on fait des peintres et des écrivains les plus connus. Voilà comment, par exemple, Alexandre Dumas fils peint Courbet. Et Courbet a été l'objet d'une critique, d'une férocité terrible de la part de tous ces écrivains. De quel accouplement fabuleux d'une limace et d'un pan, de quelle antithèse génésiaque, de quel suintement sébacé peut avoir été générée, par exemple, cette chose qu'on appelle M. Gustave Courbet. Sous quelle cloche, à l'aide de quel fumier, de quelle mixture de vin, de bière, de mucus corrosif et de naine flatulent, a pu pousser cette courge sonore, cette incarnation du moins imbécile et impuissant. Le Comte de Lille critiquera aussi Courbet. Et voici la critique aussi de Jules Vallès par Paul de Saint-Victor. Un bâtard de Marat, Jules Vallès, dans Le Cri du peuple, vociférait la haine et la rage. Bohème des lettres, aigri par une jeunesse misérable, affolé d'orgueil, altéré d'envie, sa poche à fiel crevé s'était répandue dans son style. L'incendiaire couvait sur les nerfs humains. Après avoir craché sur l'Iliade,
il est tout simple qu'on veuille brûler le Louvre et faire sauter Notre-Dame. Donc, voilà quelques éléments d'explication que j'ai essayé de donner sur cette attitude des écrivains. Ceux, par contre, je n'ai pas beaucoup insisté dessus, mais ceux qui étaient à Paris, qui sont restés à Paris, même s'ils ont été anticommunards, ils ont pendant toute une période décrit la commune de façon très objective. Par exemple, Catulle Mendès, qui était resté à Paris, donnera des descriptions tout à fait objectives du déroulement de la commune, de la célébration de la commune, et ce n'est que vers la fin qu'il changera d'opinion. Donc je pense que l'endroit où on a vu la commune fait qu'on a des réactions parfois complètement différentes. Et par contre, on va voir dans les pro-communards des hommes qu'on aurait pu penser ne pas adhérer à la commune, y ont adhéré. Par exemple, Villiers d'Isle-Adam, parce qu'il avait participé à la garde nationale, il était déjà dans le mouvement. Beaucoup de gens parmi les gardes nationaux, même si au départ ils n'étaient pas pour la commune, ils ont suivi les autres et ils ont adhéré au mouvement. Alors, un cas particulier, c'est celui de Victor Hugo. Victor Hugo, donc on l'a vu, n'était pas comme les autres écrivains domestiqués par le Second Empire, par la longue période du Second Empire. Il était à Guernesey, et il avait une indépendance financière, il avait une indépendance politique qui fait qu'il n'a pas réagi comme les autres. Cependant, il était d'ailleurs, le 18 mars, il était à Paris, puisque son fils venait de mourir, et l'enterrement de son fils s'est déroulé durant le 18 mars, et d'ailleurs, les communards ont ouvert la marche et l'ont laissé. Voilà ce qu'il déclare au sujet de la commune dans une lettre du 28 avril 1871. Le droit de Paris de se déclarer commune est incontestable. Mais à côté du droit, il y a l'opportunité. Ici apparaît la vraie question. Faire éclater un conflit à pareille heure, la guerre civile après la guerre étrangère, ne pas attendre que les ennemis soient partis. Le moment choisi est épouvantable. Mais ce moment a-t-il été choisi? Choisi par qui? Qui a fait le 18 mars? Examinons. Est-ce la commune? Non, elle n'existait pas. Est-ce le comité central? Non, il a saisi l'occasion et il ne l'a pas créé. Qui donc a fait le 18 mars? C'est l'Assemblée, ou pour mieux dire la majorité. Circonstance atténuante, elle ne l'a pas fait exprès. Il va presque jusqu'au bout du raisonnement. Et aller encore plus loin et voir que c'était Thiers qui a déclenché les événements. Et que c'était un piège qu'avait déclenché Thiers. Ça, Hugo ne va pas jusqu'au bout. Et il termine, la commune est une bonne chose mal faite. Toutes les fautes commises se résument en deux malheurs, mauvais choix du moment, mauvais choix des hommes. Par contre, on verra que très vite, Victor Hugo essayera d'empêcher d'aller jusqu'à la répression. Et son journal, d'ailleurs, qui paraît durant la Commune, n'aura pas tout à fait la même attitude que celle de Hugo et essayera effectivement d'éviter la répression finale. Par contre, Hugo, dès que la répression s'abat sur la Commune, fait tout pour éviter trop de massacres. Il est à Bruxelles, il ouvre sa porte à tous les réfugiés. Et d'ailleurs, dans ses écrits, il aura une position quand même où il défendra les réfugiés. Voilà ce que... Mais par contre, du coup, cette réaction de Hugo va déclencher chez les écrivains un nouveau bombardement d'injures contre lui qui est absolument phénoménal. Voici comment réagissent les écrivains à la réaction de Hugo. Voici par exemple celle de Barbet d'Aurevilly. Il s'appelle Monsieur Victor Hugo. Jusqu'ici on le croyait français. Démocrate, c'est vrai, avec la haine inconséquente, folle et souvent bête de la démocratie pour tout ce qui a fait dans le passé la gloire de la France.
On le croyait. Il ne l'est plus. Le livre de M. Victor Hugo n'est qu'une élégie enflammée, violente, hypocrite et comminatoire sur le malheur, sur les malheurs et les punitions de la commune. De ces crimes, rien. Vous n'êtes donc dans votre année terrible qu'un employé volontaire de la Prusse. Et s'il y a des gens qui, en vous lisant, ne le comprennent pas, le disent, c'est que le cosmopolitisme leur a pourri dans le cœur le sentiment de la patrie comme à vous. Vous pouvez renoncer à la langue française qui ne s'en plaindra pas, car depuis longtemps vous l'avez assez éreinté. Écrivez votre prochain livre en allemand. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez dire de façon très succincte, et on pourra répondre ensuite aux questions. L'attitude des écrivains anticommunards. Maintenant, nous allons essayer de voir celles des écrivains qui ont participé activement ou moins activement à la commune. En dehors de Rimbaud, qui a écrit 2 poèmes sur la commune, Les mains de Jeanne-Marie et l'orgie parisienne, Paris se repeuple. En dehors de Verlaine, qui avait écrit un poème en 1848, sur la Révolution 1848, qui s'appelait Les Vaincus, mais qui a rajouté des strophes après la commune, donc dans un poème qui s'appelle Les Vaincus, et dans une ballade en l'honneur de Louise Michel. En dehors de Villiers Biladan, qui donc, on va le voir, a appartenu à des salons républicains où il y avait beaucoup de communards et qui donc a participé à la commune, mais on ignore sa pièce de théâtre sur la commune. Et de Vallès, aucun des écrivains communards ne figure, à ce que je sache, à ma connaissance, peut-être que ça a évolué au cours des dernières années, dans les manuels scolaires. Les manuels de littérature ignorent les écrivains communards. Et pourtant, on trouve une critique de Francisque Sarcey, qui a été violemment anticommunard, sur les poèmes de Gautier, qui méritent d'être lus en entier, parce que véritablement, être admiré comme ça par quelqu'un qui a été violemment anticommunard, c'est quand même assez jouissif. Dès les premières chansons, je fus saisi. J'avais affaire à un vrai poète, un peu fruste, cela était visible et dépourvu d'études premières. Mais quelle ardeur de tempérament, quelle imagination sombre, quelle sensibilité profonde et amère. Ce Gautier est, je regrette de le dire, un communard, et sans doute des plus violents. Mais c'est un sincère et l'aîné poète. Et il y a dans son volume 3 ou 4 spécimens de la chanson populaire, telle que peut l'aimer notre génération troublée et orageuse, qui sont des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre, je ne retire pas un mot. Écrit donc Francisque Sarcey dans La France du 26 mars 1887. Effectivement, il y a des poèmes de Gautier, de Jean-Baptiste Clément, qui pourraient figurer dans les manuels scolaires français. D'autre part, Gautier et Clément, par leurs poèmes, souvent mis en chanson dès l'époque ou plus récemment, ont beaucoup contribué à maintenir l'espoir des anciens communards. Ils ont joué un rôle fondamental, je pense, dans le maintien de la mémoire communale, à célébrer les rassemblements par leur force mobilisatrice, à susciter l'émotion par des formules chocs, mélancoliques ou satiriques. Mais en dehors de ces deux-là, il y a beaucoup d'autres poètes de la commune qui ont écrit qui ont participé à la commune, dont moi-même je ne savais pas obligatoirement qu'ils avaient participé à la commune. En effet, sous le Second Empire, s'était réuni dans un salon de la marquise de Ricard, salon politico-littéraire, 10 boulevard des Batignolles, un salon qui rassemblait la jeunesse républicaine. Dans ce salon, il y avait son fils, Louis-Xavier de Ricard, poète occitan, écrivain et journaliste, Villiers Biladan, Verlaine, Copé, Raoul Rigaud, qu'on retrouvera dans la commune, et Charles Cros, un autre poète. Beaucoup participèrent à la commune. Verlaine resta à l'hôtel de ville comme attaché de presse. Louis-Xavier de Ricard devint sous-délégué du Jardin des Plantes et collabora au journal officiel de la commune.
Il y publia le 7 avril un article signé de son nom, une révolution populaire, qui l'obligea à s'exiler en Suisse. Et il restera toute sa vie fidèle à son idéal communal. Charles Cros, connu aussi comme poète, rencontre en 1868 Nina de Villars, qui devint sa maîtresse. Le peintre Édouard Manet a fait un portrait de cette Nina de Villars, dans un portrait qui s'appelle La femme à l'éventail. Et c'est dans son salon que se retrouvent encore une fois tous ces jeunes républicains. Charles Cros, durant la Commune, est aide-major. On pourrait citer beaucoup d'autres poètes communards, Louise Michel, bien sûr, Clovis Hugues, qui participa à la Commune de Marseille et qui fut condamné à 4 ans de prison. Il est élu député socialiste en 1880 et réélu en 1985. Il sera ensuite député de Paris jusqu'en 1906. Victor Hugo salua en 1876 ses poèmes de prison et il est encore aujourd'hui célébré dans le midi de la France. J'ai vu sur Internet qu'il y a des fêtes où on lit les poèmes de Clovis Hugues, qui était un poète occitan. Et je voudrais terminer par un élément que je n'avais pas non plus maîtrisé jusqu'alors, qui est, autant on a vu que la Commune pouvait avoir brisé des carrières, autant pour certains, la Commune a été un moteur. Paradoxalement, par réaction, pour certains, ça a été l'occasion de mieux s'accomplir, de montrer que ce qu'ils avaient dans le ventre. En effet, si on prend le cas, par exemple, de Jules Vallès, c'est à Londres, durant son exil, que le talent du journaliste va s'épanouir avec sa trilogie romanesque de Jacques Vintras. Et les écrivains communards vont, dans les années qui suivent la Commune, se révéler particulièrement modernes, annonçant des problématiques complètement actuelles. Je n'en prendrai que quelques exemples. André Léo, qui était une femme qui avait déjà été connue dans les milieux féministes avant la Commune et qui est partie en exil, elle aussi. Alors, à son retour d'exil, va poursuivre son combat féministe avec de nombreux romans qui viennent d'être édités, mais dans les 3-4 dernières années. C'est ça qui est étonnant, c'est des romans qu'on a ignorés pendant presque 150 ans. Et tout d'un coup, pourquoi dans les années quasiment 2000, ces romans commencent à être republiés? Et qui sont aussi des romans tout à fait actuels sur le féminisme, sur le décalage de salaire entre les hommes et les femmes, sur toute une série de choses qui ont l'impression d'avoir été éditées dans les quelques dernières années. Je prendrai un deuxième exemple, c'est le géographe libéral Élisée Reclus, qui a une œuvre monumentale. J'ai regardé sur Internet, il y a à peu près 15 pages sur Internet de publications d'Élisée Reclus, qui est un géographe qui a été complètement ignoré aussi pendant très longtemps et qu'on redécouvre aujourd'hui, qui a une œuvre monumentale qui développe une conception totalement nouvelle de la géographie et qui a une thématique déjà complètement écologique. Par ailleurs, Élisée Reclus prône l'union libre, comme d'ailleurs André Léo. Je prendrai encore un troisième exemple, c'est Pascal Brousset, qui est sous le Second Empire rédacteur en chef de La Marseillaise, le journal d'Henri Rochefort. Les deux sont emprisonnés à Paris à la suite de l'affaire Victor Noir et ils vont rester en prison jusqu'à la chute du Second Empire. Il joue un rôle très actif sous la Commune et fut déporté en Nouvelle-Calédonie en 1872. Il s'en évada avec Henri Rochefort et 3 autres communards en 1874. C'est la seule évasion réussie des communards de Nouvelle-Calédonie. Il s'exile en Angleterre où il exerça la profession d'enseignant. Jusqu'à son retour en France après l'amnistie en 1880. De retour en France, il est élu aussi
député et il restera jusqu'à la fin de sa vie en 1909. Mais ce qu'on sait peu, c'est qu'il a mené parallèlement une carrière de romancier, de romans pour la jeunesse essentiellement, qui le verra collaborer avec Jules Verne. D'ailleurs, il fournira à l'éditeur Hetzel deux projets de romans que Hetzel confiera à Jules Verne. Donc c'est Jules Verne qui a terminé les romans de Pascal Brousset. Il écrit sous un pseudonyme, André Laurie. D'ailleurs, presque tous les écrivains, on va voir après, vont écrire sous des pseudonymes. Il va écrire plus d'une dizaine de romans de science-fiction et d'aventure qui eurent du succès. Donc on peut encore trouver un certain nombre d'exemplaires dans la bibliothèque verte. Mais il y a eu un autre centre d'intérêt qui est aussi qui pose des tas de questions qui aujourd'hui même on pourrait poser, qui n'ont pas été posées aujourd'hui. Son autre grand centre d'intérêt est l'éducation physique. Et il oppose ce qu'il appelle la vision communarde à la vision versaillaise. C'est-à-dire pour lui, la vision communarde, c'est la sienne, et la vision versaillaise, c'est celle de Pierre de Coubertin. En octobre 88, il créa la Ligue nationale d'éducation physique. Il rejette toute idée de compétition au profit d'un idéal de fraternisation et d'éducation populaire. Il faut valoriser les plus faibles et les plus en difficulté, et non les champions et le petit nombre. Et il a écrit plusieurs livres, il a essayé de faire des efforts dans cette direction. Donc là aussi, c'est un problème que même aujourd'hui, on ne pose pas dans les termes où le pose Pascal Brousset. Enfin, mais je n'aurai pas le temps d'en parler, il faudrait explorer toutes les tentatives, souvent prolifiques, pour créer une littérature populaire. Il y a les romans de Louise Michel, de Pascal Brousset, d'Arthur Arnould, de Marguerite Victoire Tenner, d'Edmond Lepelletier, d'André Léo, et de bien d'autres qui souvent ont écrit sous les pseudonymes. Je crois qu'il y aurait des enquêtes à faire sur tous ces romans pour voir, moi-même je ne les ai pas lus, je reconnais, pour voir ce qu'ils apportent et quel est leur intérêt. Donc on le voit, parce que finalement, la Commune ne s'arrête pas en 1871. Cet élan et cette recherche de nouveautés qu'ont produit tous ces écrivains qui avaient participé à la Commune est vraiment très intéressante. D'autre part, il y a une question qu'il faudra se poser peut-être, c'est pourquoi on découvre cela si tard. Pourquoi toutes ces recherches qui ont été menées par les uns et par les autres n'ont pas été reprises? Pourquoi on n'a pas cherché à rééditer leurs livres avant, en gros, les 15 dernières années, et même il y a une précipitation au cours des quelques années qui viennent de s'écouler. Je crois que, bon, le premier élément, on peut le dire, c'est ce discours de Gambetta, c'est de Pierre Tumulaire, mais je pense qu'il y a d'autres éléments. Et je réserve ça parce que je pense que j'ai atteint le temps de parole pour la discussion. Merci beaucoup, Paul. Et effectivement, on passe à la présentation de Jean de Baudelaire sur les artistes. Bon, moi, je serais plus dans le visuel, j'étais plus dans la citation, je serais donc plus dans le visuel. Alors, on avait convenu que je parlerai